Bienvenue sur le board. Alors je voudrais d'abord vous remercier pour tous les retours que j'ai eu parce que c'était vraiment très très positif sur mes premières vidéos, donc ça fait vraiment plaisir, et ça m'encourage à continuer. Alors, au menu du jour de la blunder de la semaine, nous avons une position que vous avez sous les yeux de containment game, de partie d'endiguement ou de rétention comme vous voulez. Alors, ça survient quand on a frappé un pion dans le bear-off adverse et qu'ensuite on essaye de l'empêcher de revenir à sa position initiale. Donc on essaye de le contenir, voilà. Alors bon, mettez si vous voulez la vidéo sur pause, essayez de trouver ce que vous joueriez, parce que je vais commencer à raconter des choses. Alors, il y a des coups assez standards dans les containment games, qui sont en général de s'étaler dans l'extérieur pour essayer de contrôler la sortie du pion, c'est-à-dire 6-1, 6-3, 5-2, je ne sais pas, on aura plus de G avec ce genre de coup. Ce genre de coup, peut-être... oui, celui-ci serait peut-être encore plus précis, je ne sais pas. Bon, il y a aussi quelques idées plus ou moins thématiques d'empêcher les gros doubles, chez le double 5 comme ça, qui serait assez logique, qui serait le choix de certains joueurs. En l'occurrence, il y a une petite erreur là-dedans. Mais, on remarque le détail le plus important de la position, qui est ce pion qui traîne. Et donc, on commence à envisager, vous l'avez deviné, le banana split. 5-3. Une fois qu'on joue 5-3, on doit déterminer un meilleur 5. Alors il y a plusieurs possibilités. 18-13 avec l'idée de contrôler l'extérieur sur 5-3, 5-4, 3-6, que sais-je, d'avoir plus de return shot. Ou on peut envisager 15-10 avec l'idée d'essayer de fermer le point en se disant qu'après tout le double 5 n'est pas un joker donné à l'adversaire dans la mesure où, double 5, 1, 2, 3, frappez déjà le pion en point 15. Bon. Alors, je pense qu'il y a plusieurs catégories de joueurs. Il y a certains joueurs qui n'auraient même pas envisagé le 5-3. Alors, si c'est pas à votre arsenal, rajoutez-le à votre arsenal. C'est très important d'envisager ce genre de coup, en particulier quand il y a des pions en prise chez l'adversaire. Et il y a d'autres joueurs qui joueraient ce type de coup, que ça soit bon ou pas. Alors nous, aujourd'hui, on va essayer de comprendre dans quel cas c'est bon et dans quel cas ça ne l'est pas. Alors, le premier facteur, évidemment, c'est qu'il y ait un pion en prise au point 23. Qu'il y ait un blot dans le camp adverse. Deuxième facteur important, et je pense assez sous-estimé, c'est le nombre de pions sortis. L'adversaire a sorti 8 pions. Ce qui signifie que même si on ferme le board, sans attraper le deuxième pion, si on ferme le board contre un seul pion, on aura quelque chose qui ressemblera à, dans le meilleur des cas, un peu plus de 50%. Là, c'est des positions qu'il faut absolument connaître. Voilà donc une position de référence à retenir. Si vous la connaissez pas, apprenez-la. 8 pions sortis, donc c'est à peu près 50-50. Ça, c'est un 50-50 quasiment parfait. Si vous avez la meilleure disposition possible, vous êtes favori assez légèrement, donc 52%. Et si vous dégradez un peu plus la position que ce que j'avais fait, c'est l'adversaire qui est légèrement favori. Mettons que je mette le pion là, par exemple, et c'est lui qui a 52%. Alors pourquoi ça dégrade plus de mettre sur le point 5 que de mettre le point 4 sur le point 2 ? C'est parce que dans ce cas-là, on va ouvrir très rapidement le 6, si on tire n'importe quel 6, et par conséquent, il va plus rapidement pouvoir retourner à la maison et commencer à sortir son matériel. Donc ça, c'est très important. Donc si on obtient idéalement cette position, on peut pas obtenir mieux sans frapper le deuxième pion. On peut obtenir celle-ci, dans le meilleur des cas, 54-46. Bon. C'est notre espoir ultime. Ça paraît pas extraordinaire non plus.
Voilà. Donc s'il y avait moins de pions de sortie, moins j'ai dit, pas plus. S'il y avait moins de pions de sortie, on aurait des espoirs plus grands, hein, sans frapper le deuxième pion. Voilà. 3 pions idéalement. Tombe à 10%, voilà. Vous devez connaître la position avec 5 pions sortis, c'est une position importante. Donc mettons celle-là, où l'adversaire a 22%. Voilà, ça, c'est des positions de référence à connaître. Bon. Ok, maintenant, imaginons que nous ayons mis le deuxième homme à la barre. Tac. Donc on va tout mettre sur le point As. Hein. Bon. Alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Mais admettons même que j'ai une position qui va ressembler un peu à la partie. Tenez, j'ai mis un homme à la barre et j'ai ce type de disposition. C'est déjà un énorme passe. Hein. Donc il suffit de frapper le deuxième pion pour avoir une position très bonne. Même si j'ai pas encore fermé le 5, ça sera un énorme passe. Voilà. Et quand bien même il réussit à ancrer, ce qui paraît extraordinaire, eh bien, alors on n'a pas de double passe, mais on a déjà beaucoup plus d'équité, il est à 26%, que avec board fermé contre 8 pions et un seul homme à la barre. Voilà, donc c'est pour vous montrer l'écart entre ce qu'on peut obtenir dans les deux cas. Je pense que c'est assez important de passer par ces positions de référence. Donc revenons à notre position initiale qu'on comprend un peu mieux désormais, j'espère. Donc si tout ce qu'on peut espérer en chopant un pion, c'est une position à 50-50, et qu'en chopant le deuxième, on a pratiquement gagné, ça nous incite déjà pas mal à faire ça. On comprend aussi quelque chose d'assez fin, c'est que tous les as, toutes les choses qui permettent de planquer le pion, sont des jokers. En d'autres termes, si on frappe, 2 et mettons le 5 là, on peut compter les jokers. Les coups très forts pour l'adversaire. 5 as, 3 as, double as, ça fait 5G. Double 5, on peut s'accorder sur le fait que même si ça laisse quelques retourne shot, c'est un peu problématique. Un 6e G. Et dans une moindre mesure, on peut compter 3 et 2, ça fait 8G. Si on joue l'autre, qu'est-ce qu'on a dit ça? Qu'est-ce qu'on a? On a tous les as. Tous les as nous embêtent en fait. Ça fait déjà 11G. Je sais pas si on doit compter des choses comme 6-4 ou 6-5. Personnellement, ça me laisse un goût entre deux. Donc on va pas les compter comme des jokers. En revanche, il faut compter double 6. Et il faut compter le double 5. Double 5, c'est absolument terrible. Ça frappe le pion au point 13. Ça frappe le pion au point 18 et ça ferme le point 2 là-bas. C'est absolument dramatique. Donc double 6 et double 5 sont encore plus graves que des as, hein, il faut être clair. Et on n'a pas l'équivalent comme joker dans la position où on frappe et où on joue un 5 quelconque. Donc ça fait plus de jokers, paradoxalement, dans la position où on joue le coup soi-disant prudent. Voilà. Alors, on va faire quelques modifications dans la position pour vérifier tout ça, mais d'abord, vérifions simplement si c'est bien le bon coup. Alors, j'ai fait quelques roll-out, hein, comme d'habitude. Bon. Les coups qui frappent, 18-13, 5-3, arrivent très largement en tête. On est à 53% de chance de gain. Contre 46, 47,5, pardon, en jouant des coups... alors 21-16, 6-4 est censé être le meilleur, je sais pas trop pourquoi. Bon, celui-là est presque équivalent. Bon. Et de manière assez intéressante, on concède pas beaucoup de gammon. Autre critère important. On concède pas beaucoup de gammon en frappant. On concède à peine 1,4% de gammon. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Toute partie qu'on gagne est une partie où on n'est pas gammon, hein, je vous le rappelle. Voilà.
Donc, on doit jouer un coup comme ceci. Ce qui est à la fois bon, et à la fois c'est très plaisant de jouer un coup comme ça en partie. Alors, modifions légèrement la position pour vérifier 2-3 choses. Alors, premièrement, bon, rajoutons quelques pions sur l'as pour vérifier si c'est bien un critère. Bon. Voilà, ça, j'ai fait exprès, bien sûr. C'est le point un peu d'équilibre où c'est presque équivalent de frapper et de ne pas frapper. Il a sorti 4 pions. Si on rajoute encore un pion, ça sera très net. Il faut pas frapper. Parce que il suffit de fermer le board pour avoir quelque chose de très très fort. Sans avoir besoin de récupérer le deuxième pion. Ok. Bon, ça c'est assez trivial, c'est pas un résultat contre-intuitif du tout. Bon, gardons maintenant nos 8 pions sortis et rajoutons une porte. Alors, on va rajouter celle-là pour commencer. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire une chose assez importante. Voilà. Alors là, vous obtenez un coup très serré. Comme si cette deuxième porte faisait un écart énorme. Et c'est là qu'il faut se méfier quand on modifie légèrement quelques détails sur Extreme Gammon. Parfois, on modifie en détail, on en modifie aussi d'autres. Et je vais le montrer en faisant plutôt cette porte. Sait-on jamais, des fois que ça change quelque chose. Et là, d'un coup, ça redevient un écart assez important entre la frappe et la non-frappe. Légèrement moins important, ce qui est normal, mais beaucoup moins important, mais quand même important. C'est dû au fait qu'en faisant l'autre porte ici, je vais rajouter quelques jokers avec de la barre. Si on frappe, d'autres coups qui cachent le pion. Le 5-2, le 3-2, le 2-As. Alors que là, il a beaucoup moins de chances de cacher ce pion quand on frappe. Puisqu'il le casse qu'avec un As, tout simplement, et pas avec un 2 comme dans l'autre position. Avec un 2 et un As. Voilà, je trouve ça assez important comme idée. Alors, un détail intéressant aussi. Alors, plus je rajoute de pions, plus il est évident que je ne dois pas frapper, vous êtes d'accord? Et si je rajoute le dernier? Eh bien, soudainement, il faut frapper de nouveau. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai mis le dernier pion, on peut faire gammon nous-mêmes en chopant le deuxième pion. On a 15% de gammon, ce qui paraît vraiment beaucoup. Mais on a 15% de gammon dans cette position si on attrape le deuxième homme. Voilà, c'est assez intéressant. On peut parfois faire gammon. Je vais vous prendre un exemple d'ailleurs assez sympathique que j'ai joué dans un tournoi important. Voilà, c'est une position que j'ai eue en championnat du monde par équipe. Donc j'étais deuxième board de l'équipe de France à Venise. Et j'affrontais Jürgen Granstedt, joueur de légende, qui a été 2 fois champion du monde. Un très très fort joueur. Et donc -3, -3, 6-6 match en 9. Vidéo à 2. J'avais ce 6-1 à jouer. Et alors, bien sûr, on peut rentrer et jouer 5-4. On est nettement favori pour gagner la partie. Mais bien sûr, on envisage 2 et 1. Parce que il est clair que sur tous les galas, et même sur quelques pas galas, on va gagner beaucoup de chances de gammon avec tous les trucs qui traînent. Et le gammon, c'était le match. Et effectivement, j'ai pris la décision de frapper. Ce qui était le bon coup, qui donne 11% de chance de gammon supplémentaire, en perdant que 4% de chance de gain. Je suis surpris de l'écart, en fait, je m'attendais à ce que ça soit très très clairement le bon coup, mais c'est un petit écart, mais bon. C'est quand même beaucoup plus plaisant de jouer comme ça que de jouer l'autre coup. Et ça m'a permis de rapporter le point à mon équipe. Voilà. C'est un exemple où le gammon est primordial dans notre sens.
avec le banana split. Pour une raison ou pour une autre, on y pense plus facilement avec les as qu'avec les 2 ou les 3 ou les 4, mais ça peut se produire aussi avec d'autres dés qu'avec un as, le banana split. Alors, que retenir de cet épisode? Oui, je me suis mis de ce côté parce que sinon j'avais la tête sur ma présentation Impress, là. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis déplacé. Alors, que retenir de cet épisode? Premièrement, le banana split. En plus d'être un coup rigolo, c'est une arme redoutable qui doit faire partie de votre arsenal. Quand vous voyez un blot dans ce type de position, avec des bords un peu écrasés, typiquement les parties d'endiguement, comme on vient d'en voir, pensez-y. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours le jouer, mais c'est un coup à considérer. On a mis en avant le critère de ce genre de position principale, à mon avis, qui est le nombre de pions sortis. Hein. Parce qu'il y a plus d'écart entre la position que vous pourriez obtenir sans frapper et celle que vous pouvez obtenir en frappant, un deuxième pion. Donc si vous passez de 50 à presque 100%, c'est plus intéressant que de passer d'une position où vous auriez eu 75, mettons, à 100%. Hein. D'autres positions où le gammon va devenir un critère important en frappant un deuxième pion, quand il n'a pas de board et que vous commencez à pouvoir récupérer un deuxième pion par des moyens plus ou moins habiles, ça devient intéressant. Voilà. Alors il y a plein d'autres critères hein, qu'on n'a pas mis en avant. On peut pas tout dire en une seule vidéo. Il y a plein d'autres choses. J'ai parlé de la force du board un peu rapidement. La position du vidéo peut être très importante aussi. Vous pouvez deviner certaines choses. Je peux pas tout dire dans une seule vidéo. Cette méthodologie d'énumérer les jokers, hein, combien il y a de jokers, là on a vu, il y avait d'un côté tous les as, double 6 et double 5 qui étaient très très graves. Et de l'autre côté, un peu moins de jokers, un peu moins graves. Donc ça c'était déjà une information qui vous permettait de déduire de choses. Il n'y a pas de méthode qui garantisse de toujours trouver la bonne décision, mais ça peut aider. Voilà, et puis peut-être le plus important de toute la vidéo, il faut vous abonner. Hein. Si vous vous abonnez pas, vous avez regardé la vidéo pour rien. Hein. Donc abonnez-vous. Alors maintenant que vous êtes abonné, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous l'avez regardé avec plaisir, que ça vous a plu. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement. Je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme de toutes les semaines, c'est ambitieux, mais bon, je vais en sortir régulièrement. Faites-moi confiance. Il y aura des petits commentaires de position comme ça, des matchs commentés issus de ma pratique de tournoi. Pour l'instant, j'ai commenté un match en direct, un match amical, un match d'entraînement. Je vais essayer de commenter aussi des matchs que j'ai joués a posteriori. Je commenterai pas en direct des matchs sérieux, mais j'analyserai des matchs que j'ai joués avec la pression, avec des décisions à prendre qui ont une implication. Je pense que c'est quand même plus difficile de prendre des bonnes décisions en situation de tournoi qu'à l'entraînement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et surtout, ne faites pas trop de blunders.